trouve très intéressant de mettre en relation les idées d'ouverture de la défense française avec celles de la Caro-Kann. Dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon des grandes idées de la défense française, je vais vous en donner les lignes principales et on va les comparer avec celles de la Caro-Kann. L'idée, c'est de comparer les compromis majeurs de chacune de ces ouvertures. E4, E6, D4, D5. J'aimerais déjà m'arrêter un moment sur cette position de base de la défense française pour discuter des idées majeures à ce stade. Bien sûr, l'idée de fondement des Noirs est qu'ils espèrent égaliser sur E prend D5 par E prend D5, créant une structure de pion complètement symétrique où l'avantage de début des Blancs n'a plus beaucoup de valeur. Mais les Blancs qui veulent tirer un maximum de profit de leur avantage de début vont éviter cette variante. La disposition des pions blancs est harmonieuse, et les deux fous blancs disposent de deux magnifiques diagonales. La structure de pion des Noirs, en revanche, déjà un peu plus resserrée, leur pose un problème fondamental. Leur fou C8. Dans presque toutes les variantes principales de la française, cette pièce restera confinée à l'intérieur de la structure des pions noirs. En ce sens, d'un strict point de vue stratégique, au deuxième coup de la partie, on pourrait déjà déclarer que les Noirs ont réalisé des concessions. Mais les Noirs posent ici un problème tactique immédiat aux Blancs, à savoir l'attaque de leur pion E4. Si les Blancs ne veulent pas renoncer à leur avantage de début, ils doivent trouver autre chose que la prise du pion en D5. La première idée naturelle qui vient à l'esprit est de défendre le pion par cavalier C3. C'est la case la plus naturelle du cavalier, il défend le pion et rajoute de la pression sur D5. Si vous connaissez déjà un peu les idées de la française, vous savez qu'un coup comme C5 est thématique dans cette ouverture. Mais ici, à cause du développement du cavalier en C3, C5 n'est plus jouable car les Noirs perdraient tout simplement un pion. Après C5, E prend D5, E prend D5, D prend C5. Les Blancs attaquent deux fois la case D5 et le pion va tomber. À moins que les Noirs ne le défendent par fou E6, mais dans ce cas, ils laissent aux Blancs la possibilité de défendre eux-mêmes leur pion C5 par fou E3. Les Noirs disposent de trois coups principaux logiques ici, cavalier F6, fou B4, ou pion prend E4. Chacun de ces coups amène à des structures de pions assez différentes, mais dans tous les cas, la présence du pion en E6 cause aux Noirs le problème fondamental de leur fou enfermé. Si les Noirs jouent cavalier F6, ils posent aux Blancs immédiatement le problème de l'attaque de leur pion E4. A nouveau, si les Blancs ne veulent pas liquider leur avantage de départ avec E prend D5, E prend D5, alors ils ont essentiellement le choix entre E5, fou D3 et fou G5. Fou D3 est en vérité assez peu recommandable car l'obstruction de la colonne D permet aux Noirs le fort coup C5. Maintenant la différence c'est que si les Blancs capturent le pion C5, alors les Noirs peuvent capturer le pion E4 et profiter du clouage du fou. Cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4, dame prend D1. Et les Blancs sont déroqués. Si les Blancs capturent le pion D5, alors les Noirs peuvent capturer intermédiaire le pion D4 en attaquant le cavalier. Après cavalier B5, fou C5 défendant le pion, les Blancs seraient dans l'embarras devant le choix d'accélérer le développement des Noirs avec pion prend E6, fou prend E6, ou celui de jouer le coup de développement apparemment fort cavalier F3 pour s'en prendre au pion D4. Et les Noirs semblent effectivement embêtés parce que sur dame prend D5 suivrait cavalier C7 et sur A6 suivrait cavalier prend D4. Mais en fait, les Noirs disposeraient ici d'un très fort pseudo-sacrifice avec E5 pour dévier le cavalier blanc. Dans cette position, les Blancs n'auraient rien de mieux à faire que cavalier prend E5 et maintenant les Noirs pourraient chasser le cavalier blanc avec A6. Et après cavalier A3, dame prend D5 sont les Noirs qui dominent l'échiquier. Les Noirs ne craignent pas non plus E5 car sur C prend D4, les Blancs perdent même un pion après E prend F6, D prend C3. Et sur cavalier F3, les Noirs vont complètement résoudre leur problème d'ouverture avec C prend D4, cavalier prend D4, E5. Et maintenant sur cavalier F3, D4. Les Noirs ont non seulement récupéré l'avantage d'espace, mais libéré leur fou. Fou D3 est donc une réponse assez pauvre de la part des Blancs. Mais à la place, sur E5 et fou G5, les Noirs vont difficilement résoudre leur problème d'ouverture. Par exemple, sur E5, cavalier D7, les Blancs disposent de plusieurs continuations stratégiquement très agréables. Par exemple, ils peuvent déjà s'étendre à l'aile roi avec F4 pour déjà anticiper F6 par une recapture ouvrant la colonne F. Dans la ligne principale, les Noirs continuent avec leur seul plan stratégiquement viable, à savoir C5, cavalier F3, cavalier C6. L'essentiel du contre-jeu des Noirs tourne autour de leur pression sur le pion D4. Cette position est une vieille ligne principale de la défense française. Les Noirs peuvent continuer en capturant le pion, ils peuvent également jouer dame B6 mais s'exposent à des cavaliers A4. Les Noirs obtiennent un contre-jeu assez satisfaisant sur le pion D4 et la colonne C va s'ouvrir. Mais encore et toujours, le fou C8 est enterré et il n'est pas prêt de jouer. Alors si je prétends qu'ici C5 est le seul coup stratégiquement viable, c'est que des coups comme B6 ont certes été essayés, pour tenter assez désespérément de résoudre le problème d'ouverture par fou A6. L'idée est bien sûr stratégiquement saine, si les Noirs parvenaient à échanger leur mauvais fou de case blanche contre le bon fou de case blanche des Blancs, alors leur position serait excellente. Le problème c'est que ça leur coûte trop cher en temps de développement. Et les Blancs qui disposent déjà d'un avantage d'espace écrasant vont faire suffoquer les Noirs.
Alors je vous donne une continuation possible. Ici, les blancs peuvent continuer par cavalier E2 pour anticiper déjà le coup C5 par C3 pour recapturer avec un pion. En prime, la présence du cavalier en E2 évite d'échanger tout de suite les fous de case blanche. Après fou A6, cavalier F3, C5, C3. Si les noirs continuent avec un coup de développement naturel comme fou E7, alors les blancs peuvent directement écraser les noirs avec F5. Les blancs ont de multiples idées très fortes, ils espèrent amener un cavalier en F4 pour ajouter de la pression sur E6. Si les noirs échangent le pion en F5, alors le pion D5 reste faible. Un coup comme cavalier F5 exploitera la faiblesse de D5 et après un éventuel échange sur F1, la tour pourra s'en prendre au pion F5. Autrement, si le noir ne capture pas le pion F5, alors ce sont les blancs eux-mêmes qui vont le faire et après l'échange F prend E6, ils vont enchaîner par cavalier F5 pour s'en prendre à la faiblesse en E6. La colonne F jouera un rôle important dans tous les cas, et les noirs ne seront jamais à l'aise pour échanger le fou en F1 parce que ça ferait tout simplement gagner un temps de développement à la tour. Le vis-à-vis des fous est donc favorable aux blancs, et la présence d'un coup comme dame A4 qui potentiellement peut faire échec et fourchette n'arrange rien. En bref, la tentative de libération du fou par B6 est insuffisante ici. Mais outre F4 qui force les noirs à rentrer dans une ligne où le fou restera confiné en C8, mais qui somme toute donnerait aux noirs un contre-jeu assez confortable sur le pion D4 et l'ouverture de la colonne C juste pour eux, car à cause de la présence du pion blanc C, les blancs ne pourraient pas contester la colonne plus tard. Les blancs disposent d'un contre-jeu encore plus ambitieux que l'immédiat F4, c'est cavalier E2. A la lumière de ce que je viens de vous dire, le coup cavalier E2 espère à la fois jouer F4 pour prendre de l'espace, mais aussi C3 pour contrebalancer C5 et récupérer avec le pion. Les blancs ont à la fois l'ambition de dévorer tout l'espace sur l'échiquier, mais aussi de contrecarrer tous les contre-jeux des noirs. Dans la base de données, on peut voir que dans cette ligne, les blancs gagnent à 39% contre seulement 27% pour les noirs. On ne va pas s'étendre énormément sur cette variante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jouant des coups à peu près normaux, la position devrait ressembler à ça. Et les noirs doivent absolument contrebalancer leurs problèmes stratégiques de long terme liés à leur fou en C8 par la création de problèmes tactiques. Par exemple, sur fou E3, F6, si les blancs continuent par G3, avec l'idée de sortir leur fou en H3 pour appuyer sur la faiblesse en E6. Alors les noirs peuvent tactiquement exploiter le fait que le cavalier F3 n'est plus défendu et capturer en E5. Grâce à cela, D prend E5 est forcé et les noirs viennent de créer des possibilités futures dynamiques pour eux. Ils peuvent un peu libérer leur position avec B5, enchaîner avec cavalier B6 et espérer un jour pouvoir pousser D4. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment mettre l'accent dans cette ouverture, c'est à quel point le problème fondamental stratégique du fou en C8 oblige les noirs, dans une position déjà resserrée et très difficile, à trouver des opportunités tactiques. Sur les meilleurs coups, les noirs peuvent certes égaliser, mais ils doivent sans cesse veiller à l'occasion de se libérer. Cette ouverture est incontestablement stratégiquement beaucoup plus agréable à jouer pour les blancs. Pourtant, cavalier F6 est un coup théorique central de l'ouverture française, mais après E5, cavalier D7, les noirs ont des problèmes stratégiques très difficiles à surmonter. Alors à la place, analysons maintenant D prend E4, cavalier prend E4. La première chose à noter, c'est que la centralisation du cavalier est en soi une concession. Ce qu'espèrent ici les noirs, c'est compenser cette concession par un développement de pièces via fou E7 et cavalier F6 pour ensuite procéder à des échanges. Après par exemple cavalier F3, cavalier F6, les noirs attaquent le cavalier des blancs et si les blancs échangent en F6, alors ils renforcent la position des noirs en ramenant le fou en fianchetto. Sauf qu'ici les blancs peuvent simplement se développer par fou D3 et recapturer avec le fou. Ici, les blancs n'ont pas perdu de temps, ils contrôlent tout le centre, et le mieux que puissent faire les noirs, c'est cavalier D7 pour récupérer un tempo avec cavalier F6. Sinon, après roc, les noirs peuvent aussi tenter C5 immédiatement. Alors, les blancs consolideraient par exemple avec C3 et disposeraient d'une case supplémentaire de repli pour leur fou en cas de cavalier F6. Maintenant, après fou C2, les blancs pourraient aussi jouer dame D3 après un roc des noirs, et les noirs seraient sous pression avec une potentielle menace de mat sur H7. Pas très confortable. Sinon, même si après roc, les noirs procèdent à cavalier F6 immédiatement, pour après fou D3 faire C5, alors les blancs peuvent au fait aussi confortablement échanger en C5. Après pion prend C5, fou prend C5, ils ont un très bon contrôle de la case E5. Bien sûr, ici, jouer fou B5 n'aurait pas de sens, on n'a certainement pas envie d'échanger le mauvais fou des noirs. Mais à la place, les blancs peuvent confortablement profiter de leur avantage sur le contrôle de la case E5 en jouant immédiatement cavalier E5. Les blancs ont un avantage net incontestable, leur cavalier est très puissant au centre et contrôle des cases importantes du camp adverse. Les deux fous sont déjà braqués pour l'attaque. La dame a le champ libre pour se développer en F3 et pour intervenir en G3 ou H3. Le fou des noirs est toujours aussi problématique en C8 et le pion E6 n'est pas prêt de bouger. À cause des affaiblissements sur case blanche qu'engendrerait un coup comme B6, il n'est pas possible vraiment de le faire tout de suite, d'autant que les noirs n'ont toujours pas roqué. Et même après roc, après un coup comme dame F3, les noirs ne pourraient toujours pas jouer B6. Bien sûr, les coups que je viens de vous donner dans cette variante ne sont pas forcés, il existe d'autres alternatives. Mais essentiellement, l'idée reste la même, les noirs ont de gros soucis à cause de leur fou piégé en C8.
A titre indicatif, je vais vous donner un autre exemple assez illustratif des problèmes des noirs. Dans cette position, on pourrait encore naïvement se dire que les noirs ont un espoir pour le fou C8, pourquoi ne pas tenter B6? Malheureusement, B6 est déjà trop ambitieux et les blancs peuvent préparer une invasion sur case blanche avec cavalier F3. Maintenant, sur fou B7, les blancs disposent d'un très puissant échec en B5. Et si les noirs ne répondent pas C6, ils vont se faire anéantir sur case blanche. On peut par exemple tester cavalier C6, cavalier E5. Dans cette position, les noirs ne peuvent même pas jouer cavalier G-E7 à cause de dame H5. Car la menace de mat en F7 ne peut être parée que par G6, sauf que sur G6. Sur cavalier E5, dame D5 paraît très fort, attaque toutes les pièces blanches, mais les blancs peuvent tranquillement jouer dame E2 et défendre leurs pièces. La dame est rivée à la défense du cavalier en C6 et les blancs menacent de jouer C4. Sur un coup comme cavalier F6, les blancs peuvent tranquillement consolider avec F3. Au besoin, échanger le cavalier en C6 et enchaîner par cavalier prend F7 si les noirs décident de roquer. Leur position est complètement écrasante. Bien sûr, sur cavalier D7, cavalier E5 pose le même problème. En fait, ici, le seul coup serait C6, mais après fou C4, la conclusion, c'est que le fou B7 se retrouve à nouveau incarcéré. En fait, la situation est même bien plus dramatique que ça. Si vous connaissez un peu la Caro-Kann, vous devez reconnaître un pattern ici. En fait, si les noirs jouent le coup naturel cavalier F6, les blancs peuvent jouer cavalier G5 et déclencher une très forte attaque. Avec le fou stupidement placé en B7, le pion E6 est laissé vulnérable. À leur tour de jeu, les blancs menacent cavalier E5 suivi de cavalier prend F7, et si les noirs jouent un coup comme H6, les blancs peuvent déclencher une très forte attaque avec cavalier prend F7, roi prend F7, cavalier E5, et disons sur roi E8, dame D3. Pire, le temps perdu par B6 fou B7 est tel que même si ici les noirs décident de jouer fou D6, alors le sacrifice en F7 est déjà décisif. Avec ici sur dame E7, roc suivi de tour E1 par exemple. Alors je vais quand même mentionner une dernière idée qui était tentée pour remédier à ce problème, c'est fou D7. Fou D7 a l'air de donner de bons espoirs aux noirs d'avoir un fianchetto sans avoir la contrepartie d'affaiblir les cases blanches avec B6. Le problème du coup fou C6, c'est que les noirs vont arriver à un point de butée dans leur développement où ils devront se libérer par un coup de pion. Et le fou en C6 fera directement obstruction au coup C5. En outre, les blancs vont avoir un excellent contrôle de la case E5 avec leur pion en D4 et le coup cavalier F3. Au besoin, ils pourront même ramener le fou en F4. A titre d'exemple, je vais donner la série de coups suivants, assez naturels, joués par quelques grands maîtres. Cavalier F3, fou C6, fou D3. Ici, après cavalier F6, les blancs vont échanger le cavalier pour éviter de liquider la position complètement après dame E2. Et après roc, les noirs sont dans l'embarras. Ils ont ici deux possibilités. Ils peuvent soit accepter de renoncer à la paire de fous en jouant fou prend F3, et après dame prend F3, les blancs ont un avantage certain. Soit continuer leur développement par un coup comme fou E7 ou fou D6, mais dans ce cas, les blancs peuvent tout simplement jouer cavalier E5. Dans les deux cas, les noirs ont une position resserrée et ils n'ont pas du tout égalisé. Autrement dit, sur la deuxième variante centrale de la française, pion prend E4, cavalier prend E4, les noirs ne vont pas résoudre si rapidement leur problème stratégique du fou en C8. Alors maintenant, il reste encore la troisième ligne principale des noirs, à savoir fou B4. Et à vrai dire, fou B4, autant d'un point de vue tactique que statistique, donne aux noirs les meilleures chances, en juger par la base de données dont les résultats des noirs sont largement supérieurs aux autres lignes. Cette variante, comme on va l'analyser, est encore celle qui compense le mieux le défaut stratégique du fou en C8 en créant suffisamment de problèmes tactiques aux blancs. La menace est directement fou prend C3, B prend C3 suivi de pion prend E4. Les noirs cherchent à compenser leur manque d'espace et leur fou incarcéré en C8 en détruisant la position de pion des blancs. Bien sûr, comme déjà précédemment mentionné, si les blancs échangent en D5, alors les noirs sont contents, ils ont essentiellement égalisé structurellement la position. Ici, si les blancs veulent jouer pour l'avantage, ils doivent faire quelque chose pour le pion E4 et accepter soit de le défendre, soit de l'avancer. Ils en paieront certes le prix sur leur structure de pion, mais n'oublions pas que ce fou est le bon fou des noirs, et que cet échange provoquera un affaiblissement sur les cases noires. En outre, les blancs resteront avec la paire de fous, et la position, structurellement, va devenir dynamique. Elle aura de bonnes chances de s'ouvrir, les blancs vont disposer de levier plus tard avec C4. Et pour finir, tant que les blancs n'auront pas décidé d'ouvrir le jeu, les noirs resteront avec un fou passif en C8. Cependant, la dynamique créée par fou B4 donne aux noirs de bonnes perspectives d'avoir du contre-jeu tactique. Alors examinons déjà des coups un peu plus rares avant les lignes principales, si les blancs décident de jouer cavalier E2. Alors les noirs peuvent capturer le pion en E4 et transposer dans une bonne variante de la prise du pion E4 au troisième coup. Par exemple ici, si les blancs décident de jouer A3, après fou E7, cavalier prend E4, c'est comme si on s'était retrouvé dans cette position, que les noirs avaient joué fou E7 et que les blancs avaient décidé de répondre cavalier E2 et qu'ils avaient bénéficié du coup A3 en plus. Maintenant, cet échange de coups est-il favorable aux blancs ou aux noirs? C'est la question.
A vrai dire, le coup A3 n'accomplit pas grand chose pour les intérêts stratégiques de la position, la case B4 n'a pas d'importance. Ici sont surtout les cases C5 et E5 qui sont cruciales. Contrairement au coup cavalier F3 vu dans les variantes précédentes, le coup cavalier E2 n'accomplit rien pour le contrôle de la case E5. Et il n'est donc pas exclu que les noirs trouvent plus facilement l'opportunité de se libérer en jouant eux-mêmes E5 plus tard. De plus, le cavalier est vraiment pâteau sur E2, il obstrue la vue du fou F1. Même si les blancs jouent cavalier G3 ou cavalier C3, il ne fera que marcher sur les pieds de son confrère en E4 et il ne fera toujours rien pour le contrôle de la case E5. En fait, pour ainsi dire, si ça ne coûtait qu'un seul temps aux blancs, il serait très tenté de jouer cavalier F3. Les noirs auraient donc ici une bien meilleure variante d'échange en E4. Sinon, au lieu de cavalier E2, les blancs peuvent tenter le coup un peu curieux fou D2. Les blancs donnent l'illusion de donner un pion après fou prend C3, pion prend E4, mais ils disposent de dame G4. Ici, à cause du fou en C3, des coups comme G6 et dame F6 ne sont pas possibles. Les noirs peuvent curieusement obtenir une bonne partie en invitant les blancs à capturer le pion G7. Maintenant, après tour G8, dame H6, les noirs ont le temps de jouer B6. Et même s'il faut certes reconnaître que la structure des noirs n'est pas très envieuse, les pions des noirs sont doublés au centre, et le pion E4 pèse sur la position des blancs. Ils devront tôt ou tard s'en débarrasser et ça donnera pleinement vie au fou B7. Les noirs ont tout le contrôle des cases blanches, disposent d'un plan de développement clair avec les coups cavalier E7, dame E7 et grand roc. Tôt ou tard, ils pourront jouer cavalier D5, éventuellement jouer C5 plus tard, et à cause de la tour postée en G8, ils ne peuvent pas faire petit roc. Les échecs sont un jeu de compromis stratégique et cette position en fera bon exemple de la façon dont la structure un peu bancale des noirs est compensée par d'autres intérêts ici. Si les blancs jouent immédiatement A3, alors les noirs peuvent rentrer dans une variante analogue à celle étudiée avec fou D2 en jouant fou prend C3, B prend C3, D prend E4. Après dame G4, cavalier F6, les noirs obtiennent un très bon contre-jeu avec les mêmes coups qu'étudiés auparavant. Passons maintenant au coup fou D3. Il y a deux façons différentes de montrer que ce coup n'est pas très approprié dans cette position. La plus évidente, c'est simplement de capturer le pion E4, parce qu'après fou prend E4, cavalier F6, si les blancs ne veulent pas perdre la paire de fous, ils devront jouer fou D3, et les noirs finissent simplement avec un temps de développement supplémentaire maintenant. Ils peuvent par exemple jouer C5, et c'est comme si les noirs avaient les blancs. Une autre façon plus directe, exploitant une idée tactique, est de jouer C5. La clé, c'est que le coup thématique dame G4 n'est pas possible ici. La raison en est qu'après dame G4, cavalier F6, dame prend G7, tour G8, le seul coup des blancs, dame H6, les noirs vont en fait pouvoir gagner une pièce avec C prend D4. Ici, le seul contre-coup des blancs est A3 et les noirs disposent du subtil fou F8 pour attaquer la dame. Passons maintenant au coup principal E5. Ce coup, qui conquiert tout l'espace à l'aile roi, pointe encore plus la façon dont les cases noires sont mises à mal. Des coups agressifs comme dame G4 sont maintenant à prévoir, et les noirs ont essentiellement deux approches pour répondre à ça. La première, que je ne recommande pas à moins d'y être bien préparé, c'est de jouer cavalier E7 et de s'accrocher à son aile roi après dame G4 et petit roc. En plus d'avoir tout l'espace à l'aile roi, les blancs ont maintenant de fortes possibilités d'attaque avec fou D3 couplé au fou C1. Des coups comme cavalier F3, cavalier G5 sont à prévoir. Des plans comme H4, H5, H6 sont aussi à prévoir. La tour blanche pourra intervenir en H3 puis G3 pour viser G7. La position des noirs sera très difficile à défendre. À moins d'être assez masochiste et extrêmement bien préparé, je déconseille cette variante. La deuxième approche, à la fois plus dynamique et plus raisonnable, est d'accepter que les blancs ruinent l'aile roi des noirs pour contre-attaquer à l'aile dame. Après C5, la disposition des pièces noires est même déjà suffisamment agressive pour qu'un coup comme dame G4 soit réfuté ici. Les noirs cèdent volontiers aux blancs le pion G7 ici, parce qu'après cavalier E7, dame prend G7, tour G8, dame H6, la position est gagnante pour les noirs après C prend D4, accentuant le cloage. Après le seul coup A3, les noirs n'ont que l'embarras de choix plaisant entre liquider complètement la position ou reculer le fou pour forcer B4 et ensuite ruiner la structure de pion des blancs. S'ils le souhaitent, sur B4, ils peuvent même reculer le fou en C7. Notez que si c'était aux noirs de jouer, ici ils joueraient C prend D4 suivi de cavalier C6. Par exemple, si les noirs jouent un coup d'attente comme H3, après C prend D4, dame prend D4, cavalier C6. Alors aussi bien sur les variantes de prise en G7 sur quoi les noirs obtiendraient un bon contre-jeu avec D4, que sur la tentative d'exploiter le clouage avec fou B5, les noirs obtiendraient un jeu très dynamique, ici avec le coup dame A5. Ici les noirs menacent tout bonnement de gagner la pièce. Et sur un coup comme fou prend C6, après B prend C6, les noirs disposeraient même d'une diagonale pour leur fou qui ne joue pas. Le meilleur antidote des blancs ici c'est le coup A3. Il concède aux noirs la possibilité de ruiner leur structure de pion, en échange de quoi maintenant le coup dame G4 va devenir beaucoup plus puissant. La position est très dynamique et de nombreux coups sérieux ont été essayés ici. Cavalier E7, dame C7, dame A5, H6. Les noirs doivent chercher à compenser le plus vite possible le problème fondamental stratégique de leur fou par un contre-jeu actif à l'aile dame. La position ne se prête absolument pas à des considérations stratégiques ici. Les noirs n'ont absolument pas le temps de jouer B6 pour sortir leur fou en A6. Les blancs puniraient agressivement les noirs en jouant dame G4. Après cavalier E7, dame prend G7, tour G8, dame prend A7. Les blancs ont deux pions de plus et ce n'est certainement pas en échange des fous de case blanche par fou A6 qui viendra remédier à ça. De plus, un coup comme B6 prive la dame noire d'une sortie en A5.
Le coup principal des noirs ici, c'est dame C7, invitant les blancs à quand même sortir leur dame en G4 pour continuer par cavalier E7. L'idée, c'est qu'après dame prend G7, tour G8, dame prend A7, les noirs ont un contre-jeu tactique clair avec C prend D4. Les blancs n'ont évidemment pas le luxe de recapturer le pion car s'en suivrait dame prend C3 avec fourchette. Puisqu'aucune défense par le fou n'est cohérente à cause de D prend C3 qui est soutenu par la dame, qui gagnerait évidemment tout simplement un tempo sur le fou, Les blancs devraient ici jouer un coup comme dame D3 ou cavalier E2 pour défendre ces problèmes. Mais après dame D3, les noirs obtiendraient un jeu assez satisfaisant par dame prend E5, échec. Ici on ne veut pas couvrir avec le fou parce que la tour attaque le pion G2, et le développement du cavalier en E2 est beaucoup plus naturel pour mettre pression sur C3 et D4. S'en suivrait une finale assez palpitante après D prend C3, dame prend C3, éventuellement un échange de dames, après quoi les noirs pourraient enfin souffler en jouant E5. Je vais effectivement passer assez vite sur toutes ces variantes parce que les analyser exhaustivement n'est pas le propos. J'aimerais juste pointer du doigt que dans cette position, après E5, point culminant d'une lutte menée par les noirs sans merci pour enfin libérer leur fou C8, les noirs se retrouvent somme toute dans une position à avantage blanc au prix de lourdes concessions. Les blancs ont la paire de fous. Le jeu étant ouvert, cet avantage est juste incontestable. De plus, ils possèdent déjà une tour en H1 prête à appuyer une avancée d'un pion en H4, H5 et H6, et la majorité dont ils disposent est parfaitement saine. Ici, les blancs jouant cavalier B5 pourraient même forcer un coup de roi de la part des noirs, car les deux menaces cavalier D6 et cavalier C7 ne peuvent être parées que par roi D7 ou roi D8. Sur roi D8, les blancs pourraient même récupérer complètement la paire de fous avec cavalier D6. Et sur roi D7, pour parer les deux menaces, eh bien, vous savez quoi penser du martyr du jour. En bref, l'avantage blanc est déjà très intéressant après dame D3, mais la théorie prédit qu'après cavalier E2, il est encore plus écrasant. Dans cette position, les noirs n'auraient pas grand chose de mieux à faire que de capturer ce pion C3. Et dans cette position, pourtant considérée comme l'un des points culminants de la défense des noirs dans l'une des variantes les plus tranchantes qu'ils puissent jouer, je vous laisse contempler comment les perspectives des blancs sont nettement plus radieuses que celles des noirs grâce à leurs fous qui vont rayonner, à leur plan clair d'action de jeu sur l'aile roi avec les coups H4, H5, H6 et F4. Et paradoxalement, les pions D5 et C3 peuvent être vus comme des boucliers anti-échec et anti-infiltration par les blancs. Au besoin, ces derniers disposeront toujours d'un coup comme dame D3 pour consolider leur roi. Ils peuvent même aussi servir d'un coup comme dame D3 pour ultérieurement recapturer le pion C3. Et naturellement, le fou en C8 a un avenir toujours aussi radieux. Qu'on s'entende bien, il est certain que dans cette position, les noirs disposent toujours de plans de jeu d'action et de cibles à viser. Et ce que je veux pointer du doigt, c'est que cette position est fondamentalement malsaine pour les noirs et doivent lutter pour trouver du jeu et égaliser. Et sur les meilleurs coups de la part des blancs, ils ne le pourront tout simplement pas. Cette position sur l'ordinateur est directement évaluée à +1. Elle a pourtant été jouée par de nombreux forts super grands maîtres comme Peter Liko, Karyakin ou Douda, qui ont tous sans exception massacré leur adversaire car à leur niveau, on ne peut pas tenir ce genre de position. Ce qu'espèrent en fait les super grands maîtres en atteignant ce genre de position, c'est créer suffisamment la surprise pour trouver des opportunités tactiques en sortant leur adversaire de son répertoire. Mais à la vérité, si on ne voit presque plus la française à haut niveau, c'est précisément parce que l'ouverture est fondamentalement malsaine. En tout cas, d'un strict point de vue stratégique. Et vous savez le plus drôle ? C'est que depuis tout à l'heure, toutes ces variantes qui mènent à des positions difficiles à défendre pour les noirs, elles ne sont issues que de la variante cavalier C3. Mais en vérité, le coup considéré comme le plus tranchant et difficile à gérer pour les noirs, c'est le coup E5 ici. C'est même pas cavalier C3. Et bien d'autres coups ont été réfléchis par les blancs pour mettre encore plus à mal la défense française comme cavalier D2. Je vous ai déjà présenté ce coup via la partie jouée entre Alekhine et Capablanca en 1938. Je vous invite à regarder cette partie, elle vous donnera aussi un bon aperçu des difficultés très délicates que doivent gérer les noirs dans ces variantes. A nouveau, qu'on s'entende bien, je ne prétends pas que la défense française est réfutée. Mais je pense cependant sincèrement que la lutte théorique qui mène éventuellement à l'égalité dans ces variantes tient sur le fil du rasoir pour les noirs. Et il y a de grandes chances qu'ils ne la remportent pas. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais qu'on s'intéresse à la façon dont E4, C6, D4, D5 répond beaucoup mieux au problème du développement du fou. Cette ouverture, appelée la Caro-Can, promet un développement beaucoup plus radieux pour le fou de case blanche. Mais vous verrez qu'à cause de la disposition des pions C6 et D5, les noirs doivent quand même lutter correctement pour trouver un emplacement judicieux pour leur fou.